François Ruffin, bonjour. Bonjour. Le référendum sur l'aéroport de Paris. Vous vous battez pour que chacun puisse signer ou que chacun signe. Il faut 4 700 000 signatures, vous le savez, pour qu'il y ait un débat au Parlement. Je crois que vous pouvez, enfin chacun peut signer jusqu'au mois de mars 2020, le 12 mars 2020. François Ruffin, Gérard Larcher sur RTL ce matin a dit ce référendum possible, c'est un détournement de la démocratie représentative. Que lui répondez-vous? Je pense que la démocratie, Gérard Larcher, président du Sénat. La démocratie, elle se passe pas seulement dans ce Sénat et dans cette Assemblée. J'y suis dans l'Assemblée. On a une majorité pléthorique et automatique. C'est pas ça la démocratie. Ça doit s'animer autrement. Et je crois que les seuls lieux de démocratie peuvent pas être ces machins endormis. Et même le président du MEDEF, je l'ai entendu hier, il dit bah voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande frustration démocratique dans ce pays et je pense que ce référendum d'initiative partagée en est la traduction et est une opportunité. Grosso modo. Et d'ailleurs, au passage, je suis prêt à avoir un débat sur la démocratie avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Beaulieu, et je pense que compte tenu de nos divergences, ça sera un moment de démocratie aussi. Mais donc voilà, il y a une grande frustration démocratique et c'est pas Gérard Larcher ou mes collègues de l'Assemblée nationale qui comblent ce déficit démocratique. Ça l'est pas du tout. Vous savez, il y a eu un choix depuis 40 ans d'instaurer l'apathie politique. Eh bien, il faut sortir de l'apathie politique, il faut aider les gens à en sortir, il faut aider les gens à sortir. Vous savez, le slogan de ma campagne, c'était mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Eh bien là, on a un outil pour aider les gens à se sortir de l'indifférence. Mais 4 700 000 signatures, c'est hyper compliqué, évidemment, de les avoir. Donc il faut mener campagne tous azimuts. C'est pas comme ça qu'on gagnera la bataille. C'est pas en mettant côte à côte les partis. Qu'on le fasse, c'est bien. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça qu'on mènera la bataille. On mènera la bataille si les associations de ce pays, si les syndicats, si les gens ils se sentent concernés. Et pas si juste on a une poignée de dirigeants politiques qui aujourd'hui comptent plus. C'est pas les grandes figures morales de ce pays, ce sont pas les dirigeants politiques. Donc on doit faire notre travail, mais ça suffit pas. Et moi c'est ça la question, c'est comment on fait pour qu'au repas du dimanche, on parle du référendum. Comment on fait pour qu'à la sortie des écoles, on parle du référendum. Et c'est pas seulement les réunions entre dirigeants et parlementaires qui vont permettre d'arriver à ça. Il faut que ça devienne une obsession et que les gens se disent bon, on a un outil là dont on peut se saisir, c'est le référendum parce que tout sera fait en face. Tout est fait par le gouvernement pour instaurer le silence. Normalement, comme c'est un nouvel outil démocratique, il devrait y avoir une information auprès des citoyens. Il devrait y avoir, par exemple, un tract distribué par par le gouvernement dans toutes les boîtes aux lettres. Il devrait y avoir des affiches devant les écoles pour dire voilà, il y a un référendum d'initiative partagée. Ils ne feront pas ce travail. Ils ont dépensé 12 millions d'euros pour le grand débat. Ils dépensera pas. Le grand débat, c'est peut-être plus important que la privatisation d'aéroports de Paris. Je suis pas d'accord parce que le grand débat, si on remet le clé au président de la République et il en fait ce qu'il veut, d'accord? Tandis que là, c'est dire non. Moi, je me bagarre, je prends presque pas l'avion. Je sais que vous avez des... On va parler de l'avion. Je prends presque pas l'avion, j'habite pas Paris. Donc je ne suis pas directement concerné. Mais c'est pas le problème. C'est pas seulement le problème financier des millions qui seront perdus par l'État. À peu près 160 millions d'euros qui seront perdus chaque année par l'État. Un nouveau cadeau comme les autoroutes qui se dessinent pour Vinci. C'est pas seulement ça qui est en question. C'est quelle société on veut. Moi, je veux dire stop au marché, stop à la concurrence, stop à la croissance, stop à la mondialisation, au nom duquel on nous vend le fait de privatiser l'aéroport de Paris. Et c'est un outil démocratique. Je pense que la question centrale aujourd'hui est la question de la démocratie. C'est la reprise en main de notre destin commun. Et on nous propose de commencer par l'aéroport de Paris. Commençons par l'aéroport de Paris. Mais évidemment, demain, il faudra qu'on puisse, les citoyens, et que Gérard Larcher en soit content ou pas, mais puisse se saisir de la question de comment on gère nos urgences. Comment on gère nos hôpitaux, comment on gère nos tribunaux, comment on gère nos écoles, et que ça soit pas seulement une délégation tous les 5 ans. J'ai vu marqué sur un gilet jaune, faire l'amour tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Et derrière, en dessous, était écrit, voter tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique. Et ben voilà. Pas voter tous les 5 ans. Vous allez voter au municipal bientôt. Vous allez voter. Il y a qu'une élection qui compte. Oui, malheureusement, on est dans ce système-là. Non, les autres ont des les mairies, on s'en moque. Non, on s'en moque pas. L'Europe, on s'en moque. Les élections locales, on s'en moque. Les grandes directions sur quelle éducation on a, quelle santé on a, quels aéroports on a, quel transport on a, quelle écologie on a. Malheureusement, ça repose aujourd'hui sur les choix d'un seul homme.
femmes de manière centrale. C'est pour moi pas ça la vie démocratique. Donc c'est à revoir. Mais n'empêche qu'on est là-dedans. Et derrière, il y a des Et vous y votes. participez. Oui, mais moi j'y participe avec mon travail à la fois d'opposition, de dire que ce n'est pas à l'Assemblée que se fait la loi. Quand j'entends parler de démocratie représentative, regardez la tête des députés, vous croyez qu'ils sont à l'image de la société française aujourd'hui? On n'est pas représentatif, il faut le dire. Bien, le Jean-Luc Mélenchon. Ah bah voilà, on parle de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment... Vous savez, moi je crois foncièrement Quoi? que Qu'est-ce que vous croyez quoi? que les Français s'en foutent de ça. Ah bon? Oui, je pense que moi je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Le jeu des partis. Mais il ne s'agit pas de jeu Mais des si, partis. Il ne s'agit pas de jeu des partis. Ils sont incarnés, les partis. Non. Il n'y a pas un parti qui est plus incarné que la France Insoumise. Alors, je vais vous dire. Avec Jean-Luc Mélenchon. Quand j'entends vos questions, Non. Monsieur Bourdin, mais quand j'entends, j'ai l'impression d'être revenu à Saint-Simon, qui quand il décrivait, Vous rigolez. le siècle de Louis XIV, ne parlait que de la société de cour des courtisans. Et là, on a Mais la société de cour, elle est dans votre parti comme dans tous les partis. Là, on a les grands qui cachent les gens. Moi, ce qui Mais m'intéresse, dites-le que vous en avez assez de la société de cour dans votre parti. Dites-le. mais moi, ce que j'en ai marre, c'est de devoir parler de Mélenchon, Alors, de Le Pen, mais alors de Macron, de ceci. dites-le. Ayez la franchise, mais l'honnêteté de je le dis, dire. hier- Vous en avez assez. Hier, j'étais avec Oui. mon copain David, Oui. qui était directeur d'un Lidl, qui a craqué parce qu'on lui a mis la pression, on l'a fait dégager parce que c'est une stratégie managériale de Lidl d'évacuer tous ceux qui prennent de l'ancienneté en leur mettant la pression maximale. Et il était au tribunal parce qu'il a subi un burn-out. Voilà les gens dont j'ai envie de parler. Vous savez. Ben oui. Vous savez que Moi ce sont aussi. eux qui m'intéressent. Moi aussi, mais pardon, vous faites de la politique, vous faites partie d'un Mais oui, parti mais- politique. Pardon, Mais François Ruffin. c'est parce que je Qu'est-ce fais de la que vous voulez que je vous politique. dise C'est parce que je fais de la politique Alors, que je veux quittez parler la des France aéroports. insoumise. Non, ça n'a rien Quittez- à voir. Ça n'a rien Ah à voir. bah C'est oui, parce que je oui. fais de Non, la politique que je veux parler des aéroports. Qu'aujourd'hui je veux parler des vaches. Que je veux parler des urgences. Bon, alors que je répondez veux à ma parler question et je passe à autre chose. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit s'effacer? Non, moi je veux dire, il a une place importante dans la vie politique française. Est-ce qu'il n'étouffe pas? Est-ce qu'il n'étouffe pas la vie démocratique dans votre parti? En tout cas, moi, il Oui m'étouffe ou pas. non? Moi, je vous réponds, moi, il m'étouffe pas. Et Oui, j'espère parce que vous êtes marginal. qu'il ne va pas me piquer ma place. C'est-à-dire? J'espère qu'il va pas me piquer ma place. Moi, c'est bien. Moi, je fais ce que je veux. Je veux faire un film, je fais un film. Je veux faire un livre, je fais un livre. Je veux lancer ma campagne sur le référendum. Mais vous regrettez J'ai cette liberté. Vous regrettez J'ai cette pas manie assisté à des... française. Est-ce que vous regrettez cette manie française de grands leaders Oui. qui effacent tout le reste? Oui, Tout ce je que- le dis, mais je pense que c'est une conséquence de la Ve République qui fait qu'il faut déjà penser à 2022, mais à peine l'élection d'avant était arrivée qu'il fallait déjà penser à une 2022. Et quelle est la grande figure? Vous savez, moi j'aime la Révolution française. Entre autres, pourquoi? Parce que dans l'Assemblée, à ce moment-là, c'était pas une figure qu'il y avait, c'était des dizaines de figures. C'est toute une génération qui est montée et qui s'est levée. Et moi, je crois qu'il y a de la place, il doit y avoir de la place dans ce pays pour qu'il y ait 30, 40, 50 têtes qui émergent, qui portent des voix différentes, dans des styles différents, avec des choses à dire qui soient bien différentes. Alors, vous avez déposé 2 propositions de loi, l'une co-signée, l'une pour interdire les vols domestiques en France, donc les avions. Pas tous. Pas tous, non. Ceux qui ne peuvent pas être substitués. C'est le Quand il y a 2 heures et train, demie. 2 heures et demie d'écart, Ouais, voilà. Le train, l'avion, il faut préférer le train. On le sait, évidemment, pour la planète, c'est bien mieux. C'est 50 fois un Paris-Marseille, Alors, c'est donc, 50 fois vous moins supprimeriez d'émissions de gaz à Paris-Marseille, Paris-Montpellier, Paris-Nantes, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, Paris, enfin bon. Par exemple, Paris-Toulouse est maintenu. Paris-Bordeaux. Il y a plein de Oui, lignes Paris-Toulouse, Paris-Nice, qui sont maintenues. Mais Paris-Bordeaux supprimé. Oui, bah voilà. Je pense qu'à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on dit que c'est 50 fois Oui. plus d'émissions de gaz à effet de serre sur un Paris-Marseille en avion qu'en train, bah oui, il faut préférer le train. Et si ça se fait pas de soi, bah faut aider à préférer le train. Donc suppression de ces vols. Oui, mais je pense Bon. que c'est un choix environnemental, c'est un choix voilà. Et, vous savez, vous fumez pas dans ce studio, c'est parce que aussi on a instauré une loi pour pas fumer dans ce studio. Un capital d'essai pour les enfants. Autre proposition de loi. Celle-là m'intéresse beaucoup. Que la misère ne s'ajoute pas à la douleur. Expliquez-moi. J'ai croisé Sonia sur le rond-point du Canet des Morts Oui. dans ma tournée Gilets jaunes, entre une tour Eiffel en palette et puis une pyramide du Louvre en palette qui était en construction. Et elle me parle de son fils qui a 7 ans, je crois, et qui souffrait d'un cancer. Et elle, non seulement il y a ça, mais s'y ajoute le fait qu'elle a dû arrêter son travail parce que accompagner son enfant à l'hôpital, c'est une vie qui tourne autour de l'enfant quand ça dure comme ça. Et ensuite,
Elle dit, voilà, tous les mois, je mets de côté pour payer les obsèques de mon fils. Parce qu'il y a des familles où c'est déjà arrivé que les huissiers, ils viennent chez les parents qui viennent d'enterrer leur enfant pour récupérer l'argent des pompes funèbres. Donc c'est vraiment tragique. Donc qu'est-ce que je propose? Et je suis pas le seul, il y a des membres de tous les députés, de tous les groupes, sauf En Marche. Oui. Bon, mais ce que je propose, c'est qu'il y ait, de la même manière que quand un salarié décède... Vous avez co-signé avec Olivier Dassault. Hein. Oui, mais moi, on peut se rassembler sur des bonnes idées, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Donc là, il s'agit qu'il y ait 3 450 € qui soient donnés à la famille de tout enfant qui souffre de ça et qui décède de ça, de manière à ce que le problème des obsèques soit automatiquement réglé. Et il me semble que c'est le minimum. C'est ce qui peut nous arriver de plus tragique, la perte d'un enfant. Et qu'à ce moment-là, on doit se démêler dans les papiers, remplir des trucs de 50 pages, ou faire appel à des dons, monter des cagnottes, appeler la Ligue contre le cancer pour devoir se dépatouiller de ça, je pense que c'est insupportable. Donc voilà, ce que nous proposons, et je suis pas le seul, j'en étais l'auteur, mais nous sommes une série de députés à proposer ça. La réforme de l'assurance chômage, vous la rejetez en bloc? Où il y a des aspects qui vous plaisent, qui vous vont, que vous pourriez voter, je ne sais pas moi. Par exemple, le bonus-malus sur les contrats courts. La méthode, on se retrouve quand même avec un président de la République qui a fait tout un truc sur la vie démocratique, à renouveler tout ça, et qui impose une assurance chômage. Parce que les partenaires sociaux ne sont pas tombés d'accord. Mais aucun syndicat, même pas le patronat, ça passe pas par l'Assemblée. Donc voilà, à nouveau, la 5e République dans toute sa splendeur, ça tombe d'en haut et vous vous mets ça. Je vais vous dire une satisfaction. Oui. C'est ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que les assistantes maternelles, notamment, devaient être tapées par l'assurance chômage. Ce sont déjà des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, mais ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Eh ben, j'en suis heureux. Et je suis heureux. Il y a 1000 emplois, création de 1000 emplois à Pôle emploi. Vous êtes satisfait aussi? Je suis surtout heureux de ça. Heureux que ça soit pas à l'intérieur, parce que ce sont des femmes qui vivent déjà très péniblement, souvent sous le seuil de pauvreté. Et on imaginait de les taper encore. Donc, et ça veut dire aussi que la lutte paye, parce qu'elles se sont fondées en gilet rose à un moment. Elles se sont exprimées, tout ça. Et donc, leur situation a été rendue visible. On l'a pas mise à l'intérieur. Maintenant, c'est encore la continuité de la guerre aux pauvres. Voilà. Donc ça ne me satisfait pas. Le bonus-malus, c'est un pied qui est mis dans la porte. Je pense que là, en l'état, c'est pas satisfaisant. Oui, mais je trouve que c'est bien quand une porte est ouverte, parce que derrière, on pourra arriver et agrandir la porte. Donc je vais pas nier le fait que je trouve ça plutôt positif qu'il y ait un bonus-malus, même si dans l'ensemble, je le dis, c'est la continuation de la guerre aux pauvres. Les urgences. Et vous savez, c'est toujours les urgences. Est-ce qu'il faut bon, on sait les difficultés, on sait le manque de considération, on sait que l'on gagne pas assez lorsqu'on travaille aux urgences. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi responsabiliser le patient? Alors, moi, je ne crois pas que ça soit un problème de paye. J'étais la semaine dernière. J'étais la semaine dernière aux urgences de Saint-Nazaire. D'abord, les services débordent, me décrit-on. C'est-à-dire, il y en a plein le couloir, et puis quand il y en a trop dans le couloir, on le met dans le hall d'accueil. On a même construit un Algeco dehors pour mettre les patients dans l'Algeco. Donc déjà, il y a une maltraitance de la patientèle. Et surtout, ça produit une psychologie chez les soignants qui arrivent le matin. Me dit une chef de service, non plus en se demandant comment ils vont, mes patients, mais qui je vais mettre dehors. Et ça crée une culpabilité aussi chez les soignants. Donc là, le problème central qu'il pointe, c'est que comme on a supprimé des lits à l'hôpital, les gens ne rentrent plus directement en neurologie ou pour leurs reins ou pour leurs yeux et ainsi de suite, mais pour se faire soigner, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par le service des urgences et il y en a beaucoup plus qu'avant qui ensuite glissent vers les services. Mais donc évidemment, la suppression il faut en finir avec cette idée qu'on doit supprimer des lits dans les hôpitaux. Plus de médecine de ville et puis enfin bon, etc. Mais en tout cas, responsabiliser les patients aussi. Ça, vous savez, c'est agir par la culpabilité, soit sur les patients. Personne ne va aux urgences pour se faire plaisir. On sait en plus qu'on va y passer des heures. Moi, j'y suis déjà allé avec mon gamin. Vous savez pas, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, mais il mange plus, il boit plus, vous vous dites, je vais y aller, je vais aller voir, je vais être rassuré. Vous savez que vous allez y passer des heures, donc vous y allez pas par plaisir. Parce que vous ne trouvez pas de médecin en ville aussi. Parce que c'est le week-end, par exemple, parce que c'est le soir, parce que, bon, voilà. Et donc, ensuite, la culpabilité, là, que je vois pointer, sur les soignants, dont on dit, vous n'avez pas le droit de vous mettre en arrêt maladie. C'est-à-dire une culpabilité généralisée, je pense pas. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit, là aussi, des burn-out en série. Les infirmiers ne restent que 7 ans en moyenne dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'on les forme pendant 3 ans, ils y restent que 7 ans, tellement ils sont consumés rapidement par leur travail. Donc là, il faut saisir ce problème à bras le corps. Merci François Ruffin d'être venu nous voir ce matin à 8h54.